Bienvenue dans Vue de Russie, l'émission hebdomadaire qui décrypte la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonjour Elena Voloshin. Bonsoir Stéphanie. Alors cette semaine, vous nous expliquez comment la propagande russe justifie les frappes sur l'infrastructure énergétique en Ukraine. Oui, alors c'est un sujet délicat parce que la mission principale de la propagande russe, Stéphanie, c'est de maintenir la cohésion des Russes autour de ce qui leur est présenté comme le bon rôle de la Russie dans cette guerre. Or, ce n'est pas évident déjà de leur cacher aux Russes toutes ces exactions et ces crimes de guerre qui sont commis par leur armée en Ukraine que l'on constate. De ce côté-là, la propagande russe, encore très suivie par une large partie de la population, s'en est sortie jusqu'à présent en prétextant des fakes des médias occidentaux et en les noyant dans l'horreur générale d'une guerre qui leur est présentée comme une guerre des Occidentaux contre la Russie. Mais c'est plus difficile de leur cacher aux Russes ces images impressionnantes de Kiev et des autres villes ukrainiennes plongées dans le noir et le froid à la veille de l'hiver. Alors, la propagande russe, elle a choisi de les montrer ces images, mais il fallait donner aux Russes une explication de texte. Et hier, c'est le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui s'en est chargé lors d'une conférence de presse. Écoutez. Depuis le début, notre opération militaire a été réalisée selon un principe de minimisation des conséquences négatives, quelles qu'elles soient, pour la population et l'infrastructure civile. L'infrastructure qui aujourd'hui est la cible de frappe, c'est celle qui dessert le potentiel de combat des forces armées ukrainiennes et des bataillons nationalistes. Les frappes sont réalisées à l'aide d'armes de haute précision. Nous mettons hors d'état de nuire les infrastructures énergétiques qui permettent à l'Occident de doper l'Ukraine aux armes létales pour tuer des Russes. Le discours de Sergueï Lavrov est un peu confus, il faut le décrypter. Oui, parce que le ministre, il mélange plusieurs choses. Alors, il dit d'abord, l'infrastructure visée permettrait à l'Occident de doper l'Ukraine aux armes létales qui sont là pour tuer des Russes. De quelle manière exactement? Il ne le dit pas vraiment. On en est déduit à conclure que si l'Ukraine fait l'objet de frappes massives, eh bien, manifestement, cela rend plus difficile n'importe quelle opération logistique finalement. Mais le sens de ce discours, il est surtout ailleurs. Il est de disséminer encore et toujours les mêmes termes et les mêmes idées qui formatent et conforte cette opinion publique russe de la Russie dans un bon rôle qui serait agressée. C'est pour ça que Lavrov parle d'armes occidentales destinées à tuer des Russes. Ça, c'est un discours qui résonne vraiment dans l'esprit des Russes avec ce camp du méchant. De l'autre côté, le camp du gentil avec des armes russes, dit-il, de haute précision qui, implicitement, ne font jamais de victimes civiles. C'est un narratif récurrent. C'est pour cela aussi qu'il mentionne les bataillons nationalistes qui sont régulièrement amalgamés aux nazis dans le discours russe. Bref, c'est un discours binaire du bon et du méchant qui ne correspond à aucune réalité sur le terrain, mais l'essentiel, vous l'avez entendu, et Lavrov le souligne d'emblée dans ce qu'il dit, c'est de dire que depuis le début, la Russie aurait toujours eu à cœur de protéger les populations civiles en Ukraine. Et bien sûr, un discours bien reçu par les propagandistes russes. Oui, et qui vont donc se charger de le décliner pour tenter d'expliquer encore davantage ces frappes. Alors j'ai distingué plusieurs narratifs. Le plus simple et le plus basique, c'est celui qui consiste à dire que si la Russie procède à des frappes, c'est parce qu'il y a une guerre, et s'il y a une guerre, c'est bien la faute des Occidentaux. Écoutez. Les gens souffrent en ce moment en Ukraine. Nous avons dit plein de fois que ces souffrances pourraient être stoppées à tout moment, si seulement les livraisons d'armes cessaient. Mais non, elles se poursuivent. Les médias occidentaux enflent l'histoire comme quoi il y aura bientôt de nouvelles frappes. Partons du principe que cela va réellement se produire. Non pas parce que nous sommes des agresseurs, non, pas parce que nous sommes cruels, mais seulement parce que si on éternise ces processus, cela permet à l'Occident collectif de continuer à armer l'Ukraine. Voilà, donc toujours cette idée que la Russie n'aurait pas d'autre choix que de prendre et d'exécuter ces décisions dites difficiles sur fond d'une agression de l'Occident. Autre narratif classique que la propagande russe décline aussi pour justifier ses frappes, celui qui érige les dirigeants ukrainiens en ennemis de leur peuple. Et donc du coup, par là même, les Ukrainiens, ils souffriraient non pas des actions de la Russie, mais de celles de leur leader. Écoutez. Pendant que Zelensky s'enrichit, les Ukrainiens gèlent dans le noir dans leurs appartements. À Kiev, aujourd'hui, il y aura de nouveau des coupures d'électricité d'urgence. Les sociétés énergétiques vont procéder à ces coupures manuellement. En un mot, tout s'effondre.
À Odessa, les autorités promettent soi-disant de brancher la lumière pour tout le monde, au moins pour 8 heures. Mais le peuple ne croit sûrement pas à ces déclarations. Les gens se mettent en masse à voler des générateurs. Un motif supplémentaire de discorde à Kiev, le sapin de Noël qui doit être érigé dans le centre-ville. Nombreux sont ceux qui trouvent que c'est une folie de dépenser de l'argent pour illuminer un arbre, alors qu'ils n'ont pas la lumière chez eux. Un média a publié le projet du sapin national ukrainien. À son sommet, le trident. À sa base, les drapeaux des pays qui arment l'Ukraine. Alors il y a plusieurs idées un peu subtiles, diffuses dans ce discours qu'on ne perçoit pas forcément de prime abord, mais qui font écho dans l'esprit des Russes qui sont travaillés par cette propagande. D'abord, l'histoire de ces générateurs volés, c'est pour dire que les Ukrainiens ont la main facile sur les pillages lorsque leur pays est en proie au chaos. C'est un message qu'on a beaucoup entendu déjà au moment de la révolution de Maïdan en 2014. Par ailleurs, on disait tout à l'heure que la propagande russe, elle a choisi de montrer ces images de villes ukrainiennes plongées dans le noir, alors que par là même, elle est accusée de crimes de guerre. Pourquoi ? Parce que paradoxalement, le but avec ça, c'est justement au contraire de souligner l'ampleur de ces dégâts pour appuyer par là même l'efficacité de l'armée russe. Avec ces frappes fatales, l'armée russe, elle atteint toujours ses objectifs et cela balayé du même coup par la preuve les critiques qui prétendraient que l'armée russe est en déroute. Ces images de villes ukrainiennes dans le noir, c'est aussi, d'un point de vue de l'opinion publique russe, une démonstration de puissance de la Russie, de son pouvoir dévastateur. Et c'est cette dissonance entre, d'un côté, le bon rôle de la Russie, mais aussi son pouvoir de nuisance, qui maintient aussi un certain chaos dans l'esprit des Russes, qui, par défaut, adhèrent à la cause, d'un côté avec des sentiments d'exaltation et de l'autre d'effroi. Alors la ligne narrative la plus efficace reste encore et toujours celle qui martèle un génocide des Russes et des russophones du Donbass par les nazis, entre guillemets, ukrainiens. Oui, c'est là le prétexte fondamental de Vladimir Poutine pour déclencher cette guerre. Écoutez à ce propos, Artyom Sheinin, c'est l'un des propagandistes les plus féroces dans ses propos envers l'Ukraine de la télévision russe. Écoutez comment il bascule du thème des frappes russes sur l'infrastructure énergétique ukrainienne à ce fameux mythe fondateur de l'invasion russe. Nous sommes des êtres humains et nous compatissons avec les citoyens ordinaires qui gèlent sans chaleur ni eau. Mais Dieu m'en est témoin quand j'entends Zelensky qui, lui, a l'eau courante et le chauffage et qui est responsable de tout ça. Enfoiré, dis plutôt à Elon Musk de venir visiter le Donbass. Dieu m'en est témoin. Pendant 8 ans, nous avons essayé de négocier pour éviter tout cela. Et pendant 8 ans, personne n'a proposé à personne de venir dans le Donbass pour voir qui a réellement commencé la guerre. Bon, il a fait référence, on l'a vu, à l'invitation envoyée par le président Zelensky à Elon Musk. Il a dit à Musk de venir en Ukraine après qu'Elon Musk lui a proposé, on s'en souvient, un plan de paix qui visait à laisser la Crimée à la Russie et à faire adopter un statut neutre à l'Ukraine. Oui, et surtout, il entérine le mythe fondamental comme quoi c'est l'Ukraine et non pas la Russie qui aurait déclenché cette guerre. Dans le monde réel, en 2014, la Russie a militairement annexé la Crimée. Elle était en train d'envahir le Donbass. C'est pour ça que l'armée ukrainienne a décidé de lancer une offensive pour déloger les mercenaires et les agents envoyés par Moscou. Ensuite, il y a eu une guerre d'artillerie qui faisait des victimes des deux côtés, mais la propagande russe n'a jamais montré que les victimes du côté dit pro-russe. Voilà comment aujourd'hui cette inversion des rôles et ce retournement du discours se poursuit sur fond de ces frappes russes en Ukraine, parce que d'un côté, oui, la Russie, elle mène ses frappes, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce n'est jamais elle qui est responsable et qui a commencé cette guerre. Elena, en tout cas, cette réalité parallèle, vous êtes allée la voir sur le terrain, côté victime, en Ukraine, dans les territoires occupés par l'armée russe, puis libérés, on le sait, par l'armée ukrainienne. Vous étiez sur place fin septembre. Votre reportage sera diffusé sur France 24 dans l'émission Reporter. Ça sera ce samedi, et puis tout le week-end, on regarde un extrait. Місяців в окупації в Херсоні. Так тяжко. Плакайте. Там страшно вже було просто виходити на вулицю. Вони скрізь з автоматами. Навіть розмовляти українською страшно. Des rescapés de l'occupation russe, nous entendrons toujours les mêmes histoires. Вот взяли тебя, кинули в подвал, избили, мешок на голову и бьют до тех пор, пока ты не скажешь, что нацисты издевались над тобой, ты ждал Россию, хотя их нету. Мы их не видели за 52 года. Celle d'un régime de terreur et d'une réalité parallèle imposée par les forces de Vladimir Poutine.
Убивали спеціально людей і казали, що це українці. Брехали так, що це не можна було видержати. Тут люди лежали, мертві, лежали люди скрізь. Я просто не выдержала. Я говорю, зачем вы сюда пришли? Я говорила на украинском, а он говорит, говори со мной по-русски, говори со мной по-русски. La propagande des médias d'État russes transposée au réel dans les territoires occupés. Nous ne sommes pas venus là-bas avec la guerre, mais avec la paix. Nous sommes venus là-bas pour libérer les Ukrainiens de ce malheur que sont les nazis, qui ont mis toute l'Ukraine à leurs bottes. Ce narratif ne date pas d'hier. En 2014 déjà, la propagande russe martelait que des nazis ukrainiens interdiraient aux russophones d'Ukraine de parler russe et se livreraient à un génocide. On nous demande à quel point c'est dangereux d'être russe aujourd'hui en Ukraine. C'est à peu près aussi dangereux que d'être juif en Allemagne en mai 1933. Nous défendrons nos citoyens par tous les moyens dont nous disposons. 8 ans plus tard, Vladimir Poutine lance ce qu'il qualifie de dénazification de l'Ukraine avec des méthodes pour le moins radicales. C'était un extrait donc de Ukraine occupée dans l'enfer de la réalité parallèle russe. Un reporter France 24 à voir demain donc sur la chaîne à 21h10. Il est déjà en ligne d'ailleurs sur le site France 24, www.france24.com. Elena, merci. On est ravis effectivement de voir ce documentaire, ce reportage sur notre chaîne demain. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Vue de Russie, 18h40 vendredi.